Donc le thème, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail et l'actualité des 32 heures. Alors, cette idée de réduction du temps de travail, elle est bien sûr liée à tout moment à la lutte des classes, avec des avancées, avec des reculs, exactement comme pour les autres revendications. Et la revendication de la réduction du temps de travail, elle vient à partir de 1830. Il faut savoir qu'en 1841, les enfants de moins de 12 ans travaillaient 8 heures par jour et 12 heures pour les plus de 16 ans. Et à cette époque, on travaille entre 15 et 17 heures par jour. Il y avait une mortalité des femmes et des enfants qui était excessivement importante. Et j'ai relu un certain nombre de choses pour voir une statistique effrayante. L'espérance de vie d'un ouvrier en 1840 est de 39 ans. On commence à travailler à 6 ans ou à 8 ans, on travaille 7 jours sur 7, on meurt à 39 ans. Voilà quelles étaient les conditions de surexploitation à cette époque. Alors, il va y avoir un premier décret en 1848 qui fixe pour la première fois la journée de travail à 12 heures, soit 84 heures par semaine, puisqu'on travaille 7 jours sur 7. Mais le patronat et les libéraux, il y en avait déjà des libéraux à l'époque, et puis il y en a un nouveau ce matin qui s'est installé, vont peser pour remettre en cause l'intervention de l'État. Et ils imposent sous le Second Empire, alors que le pays va s'industrialiser fortement à cette époque, l'allongement de la durée du travail et le renforcement de l'exploitation. Je vais simplement vous citer ce que dit l'historien Pierre Pierrat, qui rapporte ses propos tenus par un patron du textile à l'adresse d'un inspecteur des fabriques. Et cet homme dit « La science économique veut que l'homme, dût-il y périr, doit toujours suivre le rythme de la machine qui, elle-même, pour assurer la prospérité, ne doit jamais s'arrêter. » Cette phrase est une expression extraordinaire de la volonté du capital de surexploiter aujourd'hui, enfin à cette époque et aujourd'hui encore, la classe ouvrière. Alors, c'est au sein de la première internationale en 1864 que la revendication de la journée de 8 heures voit le jour. Elle sera popularisée en France par le Parti ouvrier de Jules Guesde. Et le Congrès ouvrier socialiste qui se réunit à Paris en 1889 décide d'inviter les travailleurs de tous les pays à organiser chaque année une journée de revendicative internationale. Et la date est fixée au 1er mai, qui devient de fait une grande journée de lutte internationale pour la réduction du temps de travail. Le 1er mai est né à Paris, dans ce congrès socialiste. 1892, la durée de 11 heures par jour pour les femmes et les enfants, dans l'industrie. Et il y a, pour la première fois, l'interdiction du travail de nuit pour les femmes et les enfants. 1892. Alors mes camarades, il y a 10 ans, l'Union européenne a rétabli le travail de nuit pour les femmes dans l'industrie. En 1892, on abolit le travail de nuit des femmes. Il y a 10 ans, l'Union européenne réintroduit le travail de nuit pour les femmes. Je veux dire que là, on a tout le mouvement de la société, tout le combat de classe. Et c'est la loi Millerand qui organise une première transition vers la journée de 10 heures dans l'industrie en 1900, donc 10 heures par jour, 70 heures par semaine, parce qu'on travaille toujours 7 jours sur 7. Et enfin, en 1906, c'est l'instauration du repos dominical. Et en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la durée légale du travail est fixée à 8 heures par jour sur 6 jours, soit 48 heures par semaine. Et puis, l'autre grande période qui va bientôt arriver, c'est le Front populaire, la grève générale, les occupations d'usines, 1936,
et la grande revendication de la durée hebdomadaire à 40 heures. Ce sont les 40 heures en 36, plus 2 semaines de congés payés. C'est-à-dire que pour la première fois, on associe à la fois la réduction du temps de travail par semaine et des congés payés. Rappelez-vous les images des salariés qui partent pour la première fois avec leur vélo en vacances découvrir la mer. Léo Lagrange est nommé sous-secrétaire d'État aux loisirs et on organise aussi les tickets pour les trains pour partir en vacances. C'est la première fois. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il va y avoir la désagrégation du Front populaire. Et en 1938, Daladier promulgue un décret autorisant la semaine de 48 heures pour 3 ans. C'est-à-dire que vous avez les acquis du Front populaire. Dès 1938, la bourgeoisie, le capital et le patronat repartent à l'attaque et réduisent à nouveau les acquis. Puis la semaine de 60 heures est généralisée et on peut travailler 11 heures par jour. Donc là, on mesure bien les avancées et les reculs qui sont à chaque fois une question de rapport de force dans la société. Pendant la guerre, le régime de Vichy supprime la journée de 8 heures et les 2 jours de repos par semaine. Et enfin, à la libération, dans un rapport de force extraordinaire, une CGT à 5,5 millions d'adhérents, un parti communiste à 29% des voix, une société en mouvement et une situation pré-révolutionnaire permet d'aller bien plus loin de ce que prévoyait le programme du Conseil national de la résistance. C'est la sécurité sociale, les conventions collectives, les comités d'entreprise, les nationalisations, face à un patronat désorganisé et discrédité par la collaboration. Je rappelle à ce sujet que l'IHS a découvert un document assez saisissant d'une lettre du patronat varois de juillet 1940 faisant allégeance au maréchal Pétain. Le patronat varois, dès 1940, fait allégeance au maréchal Pétain. Alors, dans ce contexte, le gouvernement abroge à la libération les textes de Vichy sur la durée du travail. C'est le retour aux 40 heures obtenu en 1936. Et la phrase d'Ambroise Croizat sur la sécurité sociale, ce sont des conquis sociaux, rien n'est acquis, ce sont des conquis sociaux. En matière de réduction de travail, la phrase d'Ambroise Croizat est tout à fait juste, ce sont des conquis sociaux qui sans cesse sont menacés par la bourgeoisie. Les heures supplémentaires donnent lieu pour la première fois à des majorations de salaire. Plus 25% de 40 à 48 heures, plus 50% au-delà. On est aussi, avec la loi El Khomri, en pleine actualité sur ces questions. Ce qui a été obtenu à cette époque-là est également remis en cause. Et en 1946, chaque branche de l'industrie définit ses horaires de référence. Et enfin, cette même année en 1946, c'est la retraite qui est fixée à 65 ans. Donc on voit bien le cheminement à travers les années en fonction des rapports de force, comment au fur et à mesure on avance sur la réduction du temps de travail et également sur les congés payés. En 1955, il va y avoir une grève chez Renault tout à fait importante qui va conduire en 1956 à arracher pour tout le monde la 3e semaine de congés payés. Là encore, c'est à partir de la bataille qu'il y a eu chez Renault, et Renault à l'époque, on disait quand Renault s'enrhume, c'est la France qui tousse, c'était bien ça, c'était un enjeu considérable. En décembre 1962, les métallos de Renault obtiennent la 4e semaine de congés payés. Là encore, l'avant-garde ouvrière, dans une lutte très importante, arrache une conquête excessivement importante qui va permettre ensuite d'obtenir plus loin la 4e semaine de congés payés. 68, c'est la grève générale, dans une situation où le mouvement a mûri depuis 63 et la grève des mineurs, et cette grève générale de 68 va amener le 16 mai 69 tous les salariés à obtenir la 4e semaine de congés payés. C'est là en même temps, quand on revoit ce cheminement,
on s'aperçoit que ces conquis sociaux ne sont pas lointains. Hein. C'est proche. Tout est proche. En 1981, Mitterrand est élu président de la République et en 1982, la durée légale passe à 39 heures, payées 40. Et on obtient la 5e semaine de congé payé et également la retraite à 60 ans. On voit bien dans ce contexte qu'aujourd'hui, l'offensive qui est menée contre les acquis sociaux, on remet en cause les conquis de 36, les conquis de 45 et les conquis du lendemain de la grève générale. C'est clair. En 1984, c'est l'échec des négociations engagées par le patronat sur la flexibilité du temps de travail. En 1987, la loi Séguin facilite les recours à la modulation des horaires de travail. Donc on voit bien comment le capital se dispose pour attaquer les conditions de travail et le temps de travail avec des nouvelles formules. En 1993, c'est la loi quinquennale sur l'emploi qui introduit la notion d'annualisation du temps de travail, qui a été la première fois appliquée en direction des cadres. En 1996, c'est la loi d'Eurobien qui organise une réduction du temps de travail en échange d'un abattement de charges sociales. C'est-à-dire que là aussi, on voit dans ces dispositions la bataille contre les cotisations sociales, c'est-à-dire la bataille contre les retraites, contre tous les conquis sociaux, parce que plus on diminue les cotisations sociales, plus bien sûr on réduit les acquis de la sécurité sociale dont les cotisations sont le produit du travail. Et c'est vrai également pour les retraites. Et c'est vrai également pour le chômage et pour toutes les dispositions prises pour les accidents du travail. Ça a commencé là. Ensuite, 1998, c'est la première loi sur les 35 heures. Il y a une première disposition, dont d'ailleurs les VRP sont exclus, et je me souviens de mes allers-retours au cabinet du ministre Aubry à cette époque-là, parce qu'on ne considérait pas les VRP comme des salariés comme les autres. Et en 1999, c'est le vote final des 35 heures, avec les accords de RTT par branche. En janvier 2000, les entreprises de plus de 20 salariés passent aux 35 heures. Et le 1er janvier 2002, les entreprises de moins de 20 salariés passent aux 35 heures. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 2002 pour que l'ensemble des entreprises passent aux 35 heures. 2003 et 2004, c'est la réforme Fillon-Raffarin. C'est un premier coup contre les 35 heures et c'est l'accélération de la flexibilité du travail qui devient la lettre le fil conducteur de ces gouvernements, sachant que dès cette époque-là, l'objectif c'est de réduire le coût du travail, bien évidemment. En 2008, c'est le forfait cadre, 218 jours à 235 jours par an. Bon, le GICT a toujours lutté contre cette disposition, et quand on voit aujourd'hui l'enjeu du droit à la déconnexion pour toute une série de salariés, et pas seulement les cadres d'ailleurs, où on doit être taillable et corvéable à merci avec son ordinateur pour les employeurs, la question du droit à la déconnexion s'intègre totalement à la bataille qu'on mène pour la réduction du temps de travail. Donc, on voit bien dans ces conditions que gouvernement et patronat s'attaquent aux conquis de 36, de 45, de l'après 68, et qu'on est dans une situation où, effectivement, quand on pose cette question des 32 heures aujourd'hui, on entend souvent des camarades dire « oui, c'est bien les 32 heures, enfin, dans la situation où on est, est-ce possible ?» Alors la première réponse, c'est que nous avons droit à l'utopie, et l'utopie fait partie, et l'essence même, du mouvement ouvrier, du mouvement syndical. Moi je dis souvent aux camarades, qui aurait pu prévoir en 1934
qu'il y aurait eu 1936. Qui aurait pu prévoir en 1942 qu'il y aurait eu la libération en 1945 avec un rapport de force révolutionnaire? Qui aurait pu prévoir en 1967 qu'il y aurait la grève générale de 10 millions de salariés en 1968? Donc, au regard de l'histoire, il faut bien comprendre que nous sommes aujourd'hui dans une situation où il y a une grande maturation, il y a eu les immenses batailles contre la loi El Khomri, et que, face au nouveau président de la République et à la politique qui va être menée, il va de toute façon falloir construire un rapport de force et construire des mouvements sociaux importants. Deuxièmement, la bataille des 32 heures, sur le terrain économique, c'est une bataille pour l'emploi. Les 35 heures ont, dans l'ensemble, amené 2 millions d'emplois. Les 32 heures amèneraient 4 millions d'emplois. 4 millions d'emplois. Donc la proposition de la CGT, c'est une proposition constructive. C'est une proposition qui répond aux besoins sociaux. Et qu'est-ce que nous disons? On veut travailler moins, on veut travailler mieux, on veut travailler tous. C'est ça la proposition de la CGT. Et à partir de là, nous disons qu'il y a aujourd'hui seulement 65% des entreprises qui sont passées réellement aux 35 heures. En moyenne, nous sommes à 39 heures aujourd'hui. Donc il faut bien mener la bataille, y compris pour les 35 heures et pour les 32 heures, avec le droit à la déconnexion. Et en même temps, la question des 32 heures pose le problème de la santé des salariés, non seulement la santé au travail, mais la santé tout court. Où on se tue la vie à travailler pour la plus-value du patron, où on essaye d'avoir une vie plus équilibrée et plus riche. Donc, la CGT se bat pour le droit à la déconnexion, pour l'encadrement des forfaits jours et l'institution obligatoire d'une négociation sur l'utilisation des outils numériques. Et également le renforcement de la législation du droit du travail concernant le télétravail et le nomadisme, parce que là encore, dans ce domaine, il se passe des choses particulièrement graves. Et puis, nous faisons nôtre cette phrase d'Oscar Wilde: il ne faut pas simplement ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. C'est tout le problème de la qualité de vie. On propose de consacrer du temps pour se former selon son choix. On demande que 10% du temps de travail soit réservé à la formation dans les entreprises. Et on demande aussi des congés rémunérés pour consacrer du temps dans différentes périodes de la vie, en fonction des objectifs des salariés. Et puis, les 32 heures, c'est obtenir de nouveaux droits pour favoriser de meilleures conditions d'exercice, de parentalité, de la petite enfance, comme dans le parcours scolaire. C'est aussi des droits pour aider des familles qui sont dans des situations d'aidants familiaux. C'est donc toute une démarche qui permet de redonner des droits et du temps pour s'occuper de sa famille. C'est une question excessivement importante, parce que quand on voit dans quelles conditions on travaille aujourd'hui, et pas seulement les cadres d'ailleurs, parce que maintenant l'ensemble des salariés sont soumis quasiment aux mêmes dispositions, c'est travail et tais-toi. Eh bien non, on veut une qualité de travail, mais les 32 heures, ça permet aussi de vivre. On se bat, vous le savez, pour que la retraite soit à 60 ans, mais pas, comme certains candidats, 60 ans avec 40 ans de cotisation, parce que 60 ans avec 40 ans de cotisation, comme les jeunes aujourd'hui commencent à travailler à 25 ou 27 ans, ils ont leur premier CDI en moyenne à 27-28 ans, vous faites le calcul 40 ans, ça fait la retraite à 68. Non, la retraite à 60 ans, en prenant en compte les années d'études. C'est la proposition forte de la CGT. C'est la validation donc des études,
c'est le départ anticipé en retraite pour les travaux pénibles, c'est l'ouverture du compte pénibilité à partir de 50 ans, et également le passage automatique et immédiat à 32 heures pour les salariés qui travaillent de nuit et qui cumulent au moins 3 critères de pénibilité. Donc, ça aussi, ce sont des propositions qui sont excessivement importantes et qui correspondent à chaque fois, en fonction des entreprises, à des besoins. C'est pas simplement le slogan 32 heures, c'est quel contenu on y met. Et tout ce contenu répond à des revendications pour différents salariés dans différentes entreprises. Je le disais, on est aujourd'hui, à travers les 32 heures, dans l'optique de faire déjà passer un maximum d'entreprises à 35 heures, car je rappelle que la durée moyenne du travail aujourd'hui est de 39 heures, que c'est la perspective de créer 4 millions d'emplois, donc de booster la croissance et d'anticiper l'arrivée de nouvelles ruptures technologiques qui ne vont pas manquer, le digital, la robotisation, parce que Macron ne cesse d'ailleurs d'en parler et se fait le chantre de cette révolution, mais si on n'est pas capable, à travers la diminution du temps de travail, à travers la réorganisation du travail, de précéder ces révolutions numériques, on aura encore des conséquences sur l'emploi qui vont être dramatiques. Donc ça pose la nécessité impérative de se former, de préparer les nouveaux métiers. Donc, la revendication des 32 heures, ça n'est pas un slogan, même si, bien entendu, on le formule au départ comme ça, mais les 32 heures, c'est tout ce contenu-là qui répond aux besoins des salariés. Alors, je voudrais vous dire, comme on m'a demandé d'être court, je vais l'être. Quand on voit tout ce parcours et toute la durée du temps de travail, on voit que les avancées et les reculs sont liés en fonction des grandes périodes historiques, en fonction des acquis sociaux. 36, 45, après 68, on a avancé. Et dans les périodes de recul, on recule aussi sur ces questions-là. C'est l'expression du rapport de force. Alors, plus que jamais aujourd'hui, lutter pour les 32 heures, c'est également lutter pour sauvegarder nos conquis sociaux de 36, de 45, de 68, et en matière de temps de travail également de 82 et 2000. Face à l'offensive qui va être menée, résister est nécessaire pour reconquérir. On ne pourra pas reconquérir si on n'est pas capable de résister. Les deux choses sont liées. Et en même temps, la bataille des 32 heures, c'est l'affaire de tous les salariés. De tous. Donc ça nécessite qu'on aille au débat, qu'on explique dans les entreprises, qu'on prenne des initiatives, parce que c'est comme ça qu'on va amorcer le rapport de force qui va être nécessaire. Il faut donc bâtir, dans les mois qui viennent, toute une série d'initiatives autour des 32 heures pour mobiliser les salariés sur cet objectif. Comme on dit à l'IHS, tirer les enseignements du passé, c'est en même temps nous permettre de mieux comprendre l'actuel et de réfléchir aux défis de demain. Et incontestablement, nous avons là un sujet qui est un sujet d'actualité. Nous pouvons puiser à travers cette histoire des éléments de réflexion et des éléments qui nous permettent d'aller au débat et d'expliquer aux salariés que c'est un enjeu. Et donc, c'est aux structures de la CGT de s'emparer du dossier des 32 heures. Et je pense qu'à l'Union locale de la Garde, de la même manière, c'est un dossier sur lequel vous allez vous pencher. Voilà rapidement ce que je pouvais vous dire pour introduire le débat. Je vous remercie de la qualité de votre écoute. Je voudrais vous dire que les seules batailles perdues d'avance sont celles qu'on ne mène pas. Alors défendons nos conquis sociaux et vive les 32 heures.